Bonjour tout le monde, bienvenue sur Attax Radio. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis de retour avec notre ami Vincent qui va nous parler aujourd'hui de l'agriculture, sujet sensible à l'heure actuelle. Oui, bonjour. Donc effectivement, c'est le sujet que je travaille depuis plusieurs années sur tout ce qui est souveraineté alimentaire. Donc on a mis sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire des cours avec les manifestations des agriculteurs, finalement qu'on est dépendant de l'étranger sur la production alimentaire. On a vu les camions de crottin dans les Leclerc, dans les McDo, On a vu effectivement aussi des camions vidés parce que c'est des produits qui viennent d'Espagne. Bon, alors nous avons une région où on achète beaucoup espagnol, puis dans n'importe quelle grande surface, de voir que les tomates, tout ce qu'on achète, la majorité c'est d'Espagne. Je te confirme, j'ai encore été aujourd'hui, j'ai voulu de la tomate véridique, je vais pas citer la marque, mais dans un magasin à Salé-le-Daude, j'y étais aujourd'hui, je regardais un petit peu, je voulais prendre de la tomate, je voulais faire une bolo, tu vois, donc je prends de la tomate bien fraîche, qu'est-ce que je vois ? En grand marqué origine Espagne, mais je n'ai pas vu une tomate française. Oui, on est toujours dans le problème des coûts et on s'est aperçu notamment pendant le Covid, ça peut être la chance de réindustrialiser, réarmer, pour reprendre les propos de notre président, de refaire une production locale, parce que le Covid a vu qu'on a des produits qu'on ne pouvait pas forcément importer du fait des fermetures de frontières ou des limitations. Donc depuis le Covid, on n'a pas réfléchi, on parle beaucoup de circuits courts, on entend nos journalistes et politiques parler beaucoup de circuits courts. Écoute, pour moi, tu connais la chanson d'Alida, Paroles et Paroles? Oui. Voilà. Pour moi, quand je vois qu'on a réouvert une usine de masques, et puis le Covid, il est un peu derrière nous. Les gens, ils ont oublié qu'on devait remplir un papier pour sortir, qu'on devait remplir un papier limite pour aller aux toilettes. Eh bien, cette usine, elle est déjà fermée en fait. Oui, ouais. Et puis au moment du Covid, les gens ont découvert qu'ils avaient des producteurs locaux. C'est ça. Donc, moi, quand j'ai fait mon étude sur le Grand Narbonne, comment on fait pour se nourrir en cas de crise, 60-70% d'augmentation pour les producteurs locaux, et aussitôt le premier déconfinement, ils ont reperdu ces nouveaux clients, c'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude d'aller en grande surface, d'acheter des produits qui viennent d'étrangers. Donc là, ou les commandes via Internet, beaucoup. Là, actuellement, on a la problématique du poulet ukrainien, qui est une vraie problématique en termes de santé publique. Le bio en France n'est plus financé. On achète du bio qui vient d'Amérique du Sud, par exemple, qui n'a pas les mêmes critères énormes que le bio français. Alors, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément sain et bon. Faut que les gens s'enlèvent de leur tête ça. Et puis, on peut avoir de la production locale autour du Grand Narbonne, qui est de très bonne qualité, mais qui n'est pas forcément bio. Donc, déjà, le consommateur, faut qu'il soit un petit peu éclairé, un petit peu comme sur l'émission précédente qu'on parlait sur l'armement. C'est ça. Voilà. Il faut un petit peu sortir de ce qu'on nous balance toute la journée. Et l'agriculture, là, gens découvrent, au plateau parisien, découvrent effectivement que l'agriculture française est en crise. Ça fait... Maintenant, je vais te dire, c'est malheureux pour la personne qui applique les règlements bio, comme il doit être fait. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, tu regardes, il y a beaucoup d'entreprises qui ont le label bio, qui c'est pas bio. Alors le bio, faut savoir quand même, le gouvernement actuel du président Macron a coupé beaucoup de subventions à la filière bio. Donc là, dans les manifestations, c'est un peu je dirais qu'il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Il faut arrêter de penser que le mouvement agricole est uni. Alors déjà, entre la FNSEA et la Confédération rurale, c'est pas du tout la même politique syndicale, et on n'a pas forcément les mêmes intérêts par rapport à l'écologie ou par rapport à la façon de faire l'agriculture. Donc déjà, faut s'enlever de la tête qu'il y a une unité dans le monde agricole, aussi bien dans la contestation que dans la production. Le bio, effectivement, a chuté au moment du Covid, c'est déjà plus cher. Prenez les magasins circuits courts, ils profitent financièrement de la crédibilité du consommateur qui va consommer local ou bio. En fait, on lui fait payer 3 fois le prix. On a des producteurs en direct qui jouent le jeu, effectivement. On n'a pas les intermédiaires, et d'autres qui jouent pas le jeu où effectivement on fait payer 3 fois le prix que ça vaut. Donc mangeons sa assiette, les Français veulent bien payer cher, sauf qu'il y a eu l'inflation entre temps. Donc le discours que moi j'entends depuis une semaine sur que les Français sont prêts à payer, non. Avec l'inflation qu'on a connue, les Français seront pas prêts, et il faut quand même pas oublier que l'inflation ne baissera pas forcément, parce qu'il y a ce qu'on appelle la TVA. Plus il y a d'inflation, plus il y a de TVA qui rentre au niveau impôt. Donc ça, c'est une donnée chiffrée économique qu'il faut comprendre. C'est pareil pour le gasoil. Les gilets jaunes, 1,43€, ça a flambé entre guillemets le mouvement à partir d'1,43€. On est aujourd'hui à 1,73€. Oui, on a passé les 2 euros à un moment, faut pas l'oublier. Je vais dire, tu vas faire tes courses maintenant. Dans le temps, je te parle de ça, il y a peut-être 4 ans de cela, tu faisais tes courses, 70€, t'avais le caddie, quoi.
À l'heure actuelle, 100 €, t'as la moitié du cadeau. Pour ceux qui suivent l'actualité, le groupe Casino a été racheté par Intermarché Auchan. Alors dans Narbonne, on va avoir dans Narbonne deux casinos qui vont être rachetés par Auchan. Je rappelle juste qu'Auchan, c'est pas l'enseigne la moins chère. Non. Donc puisqu'on parle de pouvoir d'achat, donc là, on est toujours dans l'économie. Si on prend les discounts comme Lidl ou Aldi, c'est là où il y a le plus d'augmentation. Même si ça reste moins cher, il y a eu une augmentation très très forte. Alors certaines enseignes jouent effectivement les circuits courts. Il y a des politiques, c'est qui le patron, par exemple. Il y a des enseignes qui, comme par exemple Leclerc, qui essaye de travailler un petit peu avec des producteurs locaux. C'est difficile. Il y a Intermarché qui avait aussi qui a sa propre flotte de pêche, qui essaye pour réduire les coûts. Super U aussi, voilà. Je cherche beaucoup. Moi, je prends toujours l'exemple de Coca-Cola. Je sais pas si tu connais l'histoire de Coca-Cola. Non. Intermarché a fait plier le groupe Coca-Cola. C'est une histoire qui date d'il y a 10-15 ans. Ils trouvaient les prix trop chers. Ouais. Et ils ont dit, de toute façon, Coca-Cola, on vendra au prix, vous céderez, parce que si j'en achète pas de Coca, ils n'achèteront pas forcément l'autre marque concurrente Pepsi, ils iront dans d'autres grandes surfaces. Intermarché a fait plier Coca-Cola. Donc ça veut donc dire qu'une enseigne, quelle qu'elle soit, sur les industries agroalimentaires, parce qu'on parle beaucoup des agriculteurs, mais on parle pas beaucoup des industries agroalimentaires qui sont vraiment à taper financièrement sur les agriculteurs et sur le consommateur. On peut faire plier les industries agroalimentaires, hein, c'est normal qu'elles vivent, mais il faut non plus en abuser. Le Covid a fait quand même des choses aberrantes. Le container a été multiplié par 4 au niveau prix. Depuis, il a descendu. Les prix n'ont pas baissé. Non. Le reformatage des boîtes, les gens découvrent ça fait des années. Les paquets de pâtes d'1 kilo qui sont passés à 850 grammes, c'est pas nouveau. Même quand le blé a baissé. Quand le blé augmente, c'est un peu comme le carburant, ça augmente, mais quand il baisse, ça baisse pas. Donc, au niveau économique, voilà, il y a des profiteurs de guerre, pour reparler de la logique martiale. Donc, il faut réfléchir à notre économie, alors que ce soit sur les taxes, agriculteurs, sur effectivement le carburant qui est taxé. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le gouvernement français n'a pas vu ce qui se passe en Allemagne il y a quelques mois sur les agriculteurs, le blocage de Berlin il y a quelques semaines, et plus grave aux Pays-Bas, il y a quelques mois, il y a eu même des incidents d'échange des coups de feu entre forces de l'ordre et agriculteurs. Non, là, je te coupe tout de suite, c'est pas qu'ils n'ont pas vu, c'est que à l'heure actuelle, je vais peut-être un peu aller loin, mais la majorité des médias montrent ce qu'ils veulent bien montrer. Alors je parlais du gouvernement au niveau renseignement. Ouais. Les gilets jaunes, on peut laisser entre guillemets qu'il y a une surprise au niveau renseignement territorial. Et encore, là-dessus, je serais assez... Mais sur les contestations agricoles, aux Pays-Bas, je répète, il y a eu des échanges par arme à feu entre les agriculteurs des Pays-Bas et puis les forces de l'ordre. L'Allemagne, ils ont bloqué Berlin il y a quelques semaines. Donc déjà, on est sur une profession, quand dans d'autres pays ça chauffe un petit peu, ça doit être interpellé en disant attention, ça peut venir chez nous. Les autres gouvernements qui ont eu les gilets jaunes en France, ils ont dit on peut avoir une importation, une exportation du mouvement gilets jaunes. À Taïwan, il y a eu des gilets jaunes, même aux États-Unis. Ouais. Au niveau du Capitole, par exemple, on a vu des gilets jaunes. Donc voilà, il faut toujours observer ce qui se passe dans les pays, mais la politique agricole européenne, il faut savoir qu'il y a des États qui sont bénéficiaires et d'autres pas. L'européenne nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte. L'Angleterre avait réussi à négocier justement une ristourne, puisque au niveau agricole, ils avaient été moins producteurs que nous. Là, on a des échéances européennes dans quelques mois. Il faut aussi que les gens s'intéressent à l'Europe. Il faut pas dire l'Europe c'est loin. Aujourd'hui, la plupart des normes, des lois ou des directives sont européennes, que ça soit ce qu'on mange dans notre assiette, que ce soit sur la sécurité, sur la gestion de crise. Donc, faut pas négliger, c'est important. Tout se décide entre guillemets à Bruxelles. Alors, la question qui fâche, est-ce que c'est vraiment bien l'Europe pour l'agriculture? Alors, je dirais pas que sur l'agriculture. Le problème qu'on a aujourd'hui dans la gouvernance européenne, pour parler de terminologie actuelle, on a quand même des gens qui dirigent l'Europe qui ne sont pas élus. Les députés européens sont élus, mais Ursula von der Leyen n'est pas élue par les Européens. Alors, pour la petite histoire, Ursula von der Leyen était ministre de la Défense en Allemagne, elle n'a pas laissé un bon souvenir. Donc, même si les Allemands, que les Allemands, entre guillemets, nous envoyaient à Bruxelles, donc il faut peut-être revoir le système de désignation, et puis il faut savoir que, au niveau normes juridiques, les traités européens, les normes européennes sont supérieures aux normes françaises. Donc, aujourd'hui, sur l'agriculture, les débats qu'on a sur le plateau télé, concrètement, les députés français ou les hommes politiques français, c'est Bruxelles qui décide. Donc, je veux dire, tant qu'on n'inversera pas, je dirais aujourd'hui, si j'étais à la place de présidence, j'irais taper du poing sur la table à Bruxelles en disant on revoit de toute manière, le problème d'agriculture en France à l'heure actuelle se réglera à Bruxelles. Oui, et puis on a la moitié des agriculteurs qui part en retraite dans 5 ans. Dans une émission précédente, je parlais justement du rachat par LVMH des petites structures. Ça, j'entends aucun plateau télé en parler. Les agriculteurs, il y a une détresse effectivement sociale niveau salaire. Ils savent pas, leurs enfants la reprendront pas. Et je mets à la place des enfants d'agriculteurs, faire une profession où effectivement il y a des heures et c'est pas bien payé. Donc là, il faut réfléchir, mais un peu comme l'industrie de défense ou l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir si on veut acheter des produits à l'étranger pour manger,
qu'on va payer plus cher, avec des normes sanitaires qu'on n'a pas forcément aimées. Et ça nous concerne tous aussi. Et puis je peux te dire que moi j'ai assisté ça il y a plus ou moins 3-4 ans. J'avais un ami qui était agriculteur, enfin il est toujours, et un jour j'étais chez lui tranquille, on buvait un café, il me dit j'ai rendez-vous avec des gens de la marque Discount que tu as parlé tout à l'heure, il y en a 2, et une personne arrive, va voir ses bêtes et lui dit voilà, on va prendre ces bêtes là, mais à tel prix. L'agriculteur, il n'a pas eu le choix. Tu vois, c'est un peu ça le problème. C'est que l'agriculteur à l'heure actuelle sait que ces sociétés-là vont acheter le cheptel, mais le problème, c'est que eux n'arrivent même plus à dire non, j'en veux un tel prix. C'est l'enseigne proprement dit impose son prix. Et le problème, c'est qu'une fois que la viande est sur le marché, ils font x5, x6, x10. Alors t'as même une aberration puisque pour certaines viandes, par exemple, on envoie les animaux, par exemple en Italie ou au Maghreb, où ils sont tués, transformés et renvoyés en France. C'est-à-dire qu'on n'est même pas foutu, le jambon d'Aos, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc on a de la viande élevée, produite en France, qui est abattue à l'étranger, dans des conditions plus de transport. On a eu une polémique, je crois que c'était il y a 1 an, au niveau des transports d'animaux là, sur je sais plus quel pays du Maghreb, où les animaux sont transportés dans des conditions effroyables au niveau sanitaire. Donc bonjour l'empreinte carbone, aussi niveau transport, tout ça pour effectivement les marges. Mais l'agriculture, effectivement, on va le payer. Et là, on découvre avec les agriculteurs problématique de se nourrir en France, mais avec les normes écologiques qui vont de plus en plus. Au niveau écologie, c'est tout comme ça. Je vais dire à l'heure actuelle, on te rachète ton véhicule diesel ici qui va rouler en Afrique après et qui va polluer en Afrique. Maintenant, qu'on fasse une loi avec une prime de recyclage, moi j'estime que si on ne veut plus que le véhicule roule, qu'on le détruise directement, mais qu'on n'aille pas le revendre en Afrique, tu vois. Mais sur les normes, ce que demandent les agriculteurs à juste titre, effectivement, dire voilà, on impose les mêmes normes aux produits qu'on importe, alors ukrainiens ou autres. Le problème, voilà, c'est qu'ils sont dans une concurrence faussée, puisqu'en fait les produits étrangers n'ont pas les mêmes normes sanitaires, n'ont pas les mêmes coûts. Donc ils peuvent pas lutter. Je veux dire, les États-Unis, alors on aime ou pas les Américains, mais ils font du protectionnisme. C'est intéressant pour un pays libéral, ils ont du protectionnisme. Le dernier qui a parlé de ça, c'était Arnaud Montebourg. On s'est foutu de lui à l'époque sur le redressement productif, réindustrialisation. On s'est beaucoup moqué de lui à l'époque. J'invite les gens à écouter son interview devant l'Assemblée nationale sur justement la désindustrialisation de la France, où il parle justement de tous ces PDG qui sont fait acheter entre 11 et 15 millions d'euros par des boîtes américaines. Donc faut protéger notre agriculture, faut protéger notre culture. Voilà, mais là on est en train, effectivement, l'agriculture comme l'industrie française est en train de démanteler. Il faut savoir ce qu'on veut consommer et à quel prix demain. Au niveau des régions, il y a une responsabilité. J'entends beaucoup de circuits courts, faut mettre de l'argent. Il faut aider les agriculteurs. Dans les cantines, faut consommer local et pas parce que c'est bobo et à la mode. Faut consommer local parce qu'effectivement c'est écolo, c'est économique, on est sur le bien manger. Oui, puis c'est sensibiliser aussi une future économie. Je veux dire, tu sensibilises les jeunes, c'est les jeunes qui vont acheter après. Donc s'ils ont l'habitude de manger local, ils continueront à manger local. Alors avant, je vais pas faire qu'on fasse nos vieux à l'ancienne, mais je veux dire, on avait des ateliers cuisine dans certains collèges ou certaines écoles. C'est ça, Aujourd'hui, ça devient un business. On a des gens qui viennent faire l'éducation au goût, c'est devenu un business ou une mode. C'est ça. On devrait effectivement, cuisiner. Dans les épiceries solidaires, on donne aux gens des boîtes de conserve, on leur dit pas, tiens, avec tel légume, pour faire de la recette, faire des ateliers cuisine. On préfère effectivement donner plutôt qu'apprendre. Un pouvoir chinois, c'est apprendre à pêcher un poisson plutôt que de lui donner un poisson. C'est ça. Je pense qu'il faut apprendre, rééduquer, faire cuisine. On a tous des modes de vie où on rentre du boulot, c'est plus facile de faire du micro-ondes. Nos modes de vie ont changé. Pendant le Covid, les gens sont remis à cuisiner parce qu'ils avaient le temps. C'est se poser cette question aussi sur une société, notre américanisation, où on fait du plateau devant Netflix. C'est aussi un choix de société. Donc quand on voit l'obésité, la malbouffe, voilà, les cours, je dirais, de diététique, cours de cuisine, faudrait que ça soit un programme scolaire, puisque je n'ai pas entendu parler de ça dans notre discours présidentiel. Mais si tu regardes bien du côté de Carcassonne, ils ont dû carrément ouvrir une aile pour les personnes obèses. Il y a quand même une grosse partie de la majorité, 7 personnes sur 10, qui sont en cas d'obésité. Donc c'est un problème. Alors le rapport au repas, j'insiste bien, la culture européenne et la culture américaine n'est pas la même chose. En Europe, les Italiens, les Russes, Espagnols, Français, le repas, c'est le moment où on discute de tout.
tout, politique, sexualité, culture. Voilà, c'est un moment, c'est pas que se nourrir l'estomac, c'est se nourrir intellectuellement. Les Américains ont une culture fast-food, pizza, hamburger, parce qu'on ne discute pas. Donc aussi un rapport à se poser la question, prendre le temps de manger, d'échanger, de se cultiver, de partager un moment sympa. Donc déjà, ça demande une rééducation. Les agriculteurs aussi, moi je dirais qu'au niveau action pédagogique, ça serait peut-être plus efficace de faire visiter leurs exploitations pour montrer le travail, parce que passer 2 minutes sur un plateau télé, voilà, faut être clair. Là, il n'y a plus d'actualité depuis 3 semaines, l'agriculture qui est en faillite, là, ça fait faire le buzz pendant 1 mois, mais dans 1 mois, on parlera plus de la première agriculture française. Ouais, je suis d'accord avec toi et pas d'accord, parce que je vais te dire, si les agriculteurs ne bougent pas à l'heure actuelle et ne se montrent pas, je sais pas comment ce qu'ils vont faire. L'action de faire venir des enfants ou des citoyens à une ferme, les gens n'imaginent pas le travail. On parle au collège ou au lycée de découvrir l'environnement au sens large, et par exemple donner des financements pour qu'on puisse emmener des enfants sur une exploitation agricole. Et nouveau message, c'est les plus jeunes qu'il faut travailler. Je pense qu'il y en a, à 60-70 ans, on va pas changer les gens sur le mode de consommation. C'est des plus jeunes, il faut dire voilà, qu'est-ce que c'est que le travail d'un agriculteur, d'un éleveur, d'un viticulteur. Alors, une région viticole. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais dire sincèrement, tu as des gens qui sont en prison. Ces gens-là, au lieu de rester en prison, pourquoi pas les faire travailler sur parcelles agricoles et aider les agriculteurs? C'est une forme de remise au travail. Alors de réinsertion. Alors pendant le Covid, il y a eu si tu te rappelles peut-être, la porte-parole du gouvernement qui avait dit finalement que les enseignants pourraient peut-être aller récolter aider à l'agriculture. Mais on n'a pas de réserve agricole. En France, demain, il y a besoin de récolter pour X raisons. On n'a plus de paire de bras parce que après ça peut être avec le RSA ou autre, mais je pense qu'il faut que le monde de l'agriculture, le monde de la défense, le monde de l'éducation parle de son métier. Vu qu'on se base beaucoup sur les Américains, sur plein de choses, indirectement la voiture électrique, ça fait 10 ans qu'elle est aux États-Unis, elle arrive en France, mais c'est tout. L'internet, les smartphones, on est toujours une petite guerre en retard par rapport à eux. Et je vais dire, aux États-Unis, ils font travailler les prisonniers. Je vois pas pourquoi en France on ne pourrait pas faire, par exemple, travailler et donner un coup de main aux agriculteurs. Alors aux États-Unis, les prisons sont privées. Oui, c'est encore autre chose. Ça va venir en France, te tracasse pas, il y a tellement de... Alors vu la montée de délinquance avec tous les flash infos qu'on n'arrête pas de recevoir, la montée de délinquance qui vient actuellement sur Narbonne, écoute... Mais sur l'agriculture... c'est un bon business, tiens, ça, à cogiter, une prison privée, tiens. Sur l'agriculture, quelque chose que les médias ne veulent pas... on va avoir le même problème que, par exemple, avec les cheminots, c'est-à-dire que la base va déborder les leaders. Déjà, je le répète encore, dans le mouvement agricole, il n'y a pas un mouvement agricole. La FNSEA, la Confédération rurale, puis on va dire ceux qui ne sont pas syndiqués, on va dire qu'il y a 3 mondes, qui n'ont pas la même vision de l'agriculture, et surtout qui n'ont peut-être pas la même finalité. Certains sont en train de crever, et je pense que certains vont aller jusqu'au bout. Le ministre a dit qu'il n'y aura pas d'intervention de force de l'ordre tant qu'il n'y a pas de dégâts. Il y aura des débordements. À un moment donné, les gens sont à bout. On sent bien, quand on écoute un petit peu les discours, entre les deux syndicats majoritaires, il n'y a pas la même finalité à niveau négociation. Faut pas oublier qu'il y a déjà eu quand même, paix à son âme, une pauvre dame agricultrice et sa gamine qui ont perdu la vie, dû quelque part à l'Union européenne, à Bruxelles. Alors, je vais dire, les gens ne seraient pas dans la rue si il n'y avait pas un problème. Alors là, il y a déjà une plus ou moins de conjonction à se faire avec les transporteurs routiers. Il y a d'autres mouvements qui à se faire. Alors les gens oublient en local, il y a dans les 70 à Narbonne, il y a eu un mort du côté CRS, un mort du côté viticulteur. Les gars avaient fait l'Algérie. On en est arrivé au fusil. Il faut pas espérer que ça en arrive là, mais le mouvement, de toute façon, à un moment donné, il y aura une scission comme sur les retraites où il y a eu une scission entre la base et voilà. Et moi j'invite les auditeurs à écouter le discours des 2 syndicats qu'on voit dans les plateaux télé, c'est pas le même discours. Il y en a qui sont prêts à aller beaucoup plus loin. J'invite aussi à chercher les biographies des gens qui parlent. On ne parle pas forcément de petits agriculteurs. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont ingénieurs agronomes ou gros possédants. Il n'a pas la même problématique que le petit viticulteur, le petit agriculteur qui n'arrive même pas à se verser 500 €. Donc voilà, mais dans les médias, on a bien simplifié les choses. Non, il y a des mondes agricoles. L'agriculteur n'a pas forcément la même vision de l'agriculture, comme on n'a pas tous la même vision de la société. Mais là, ça va poser problème. Et aujourd'hui,
lui les paroles publiques dire on va écouter, non. Là, il y a, je sais plus, c'est à Agen, je crois qu'ils ont reçu des agriculteurs où ils y recueillent les doléances. Mais les doléances, ils les connaissent. Hein. Là, les agriculteurs veulent une réponse. Et la réponse, comme je le disais tout à l'heure, c'est à Bruxelles. Alors, à moins de faire un choc comme au Covid ou pendant la guerre en Ukraine, on est capable de prendre une décision tout de suite, parce que quand on veut, on peut prendre une décision tout de suite. C'est pas forcément la politique du carnet de chèques. Il y a une problématique à se poser dans les revendications que j'ai vues. Là, il y a les rétentions d'eau. Est-ce que la France a encore la possibilité, vue dans la conjoncture actuelle qu'elle l'est, ce qu'il faut pas oublier quand même que financièrement, on est quand même mal. Est-ce que la France a la possibilité encore à l'heure actuelle de prendre une décision? Oui, alors je vais faire le lien avec une émission précédente. Quand la France a été combattre les djihadistes en Afrique, l'Union européenne n'a pas participé financièrement ni militairement. Si je peux développer. Les militaires français, ceux qu'on fait Barkhane et autres dispositifs en Afrique, faut pas leur parler des militaires anglais ou allemands. Le job n'a pas été fait de la même façon que les Français, et l'Union européenne nous a pas déduit de nos dépenses, de nos dettes. L'intervention militaire française qu'on a fait en Libye, en Afrique, ça n'a pas été déduit entre guillemets de notre déficit. Donc la France, oui, elle a un poids. C'est qu'aujourd'hui c'est la première armée européenne, donc on a un poids militaire. Oui, je suis d'accord. On peut négocier entre guillemets en disant voilà, on fait tel effort. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que la France, à l'heure actuelle, et ça les gens l'oublient, on est au même statut pratiquement que la Grèce financièrement à l'heure actuelle. Il y a quelques années, on a vu la Grèce à la télé, les médias français sont bien empressés de dire oui, la Grèce est en faillite, la Grèce est en faillite. La France est tout près de cette faillite. Et est-ce que, pour toi, à l'heure actuelle, Emmanuel Macron peut aller à l'Union européenne avec le statut que son pays est actuellement, dire voilà, moi je veux ça pour mes agriculteurs. Moi personnellement, j'y crois pas trop. Alors c'est pas que ces agriculteurs, je veux pas remonter à Napoléon, au roi de France, mais on a des dirigeants qui sont là pour la France, les Français ou pour eux-mêmes. C'est pas une histoire d'agriculture, c'est une histoire que défendre nos intérêts. Là aussi, je vais prendre l'exemple Amérique, turc, russe, chinois. On a des leaders qui ont traduit de facho, de réac. Un leader d'un pays, il est pour défendre son pays, il n'est pas là pour enfoncer son pays. Oui, les Allemands, ils jouent à la politique de l'Allemagne. Ils sont écoranges qu'au bout. Ils achètent de l'armement américain ou ils voient leurs intérêts. Donc déjà, effectivement, il faut qu'on ait une classe politique qui défende déjà la France. Je parle même pas des Français. C'est le deuxième rang, mais déjà défendre notre pays sur effectivement les normes européennes. Pratiquer la politique de la chaise vide, ce serait peut-être si demain, aujourd'hui, les députés français ou les députés français disent on boycotte l'Union européenne et on bloque tout, ça bougera. Non, parce que quand tu vois, je sais pas si tu te souviens au début, notre président avait été aux États-Unis, il avait été à Silicon Valley, voir les startups, les licornes. Voilà. On devait en avoir tout plein en France. Moi, je m'aperçois qu'on en a pas tout plein. On a une vision aujourd'hui, mais c'est pas qu'Emmanuel Macron, la France 2.0. Enfin, je sais, ça nourrit pas nos assiettes. On est parti dans les trucs très très haut niveau de réflexion. Il faut revenir faut faire les deux. Faut faire l'industrie de base. Mais à l'écouter nos pouvoirs politiques. Bon, il y a eu l'armement. On va reproduire en France. À l'heure actuelle, on reproduit que dalle. Les masques, on a créé quelque chose. Après, on l'a supprimé. Arrivé aux médicaments, à l'heure actuelle, on est obligé d'augmenter 1 euro la boîte parce que voilà. Mais on ne sait quand même pas produire. On ne produit quand même pas. Ce sont des pharmacies eux-mêmes dans leur petit labo qui produisent des médicaments. Je sais pas. Là, on travaille avec des ficelles, quoi. Quand tu penses que le pharmacien doit créer le médicament de paracétamol ou autre dans sa pharmacie proprement dite, parce que la France n'a même rien pour produire du paracétamol. Mais il y a ça, mais on peut financièrement, on a les compétences. Il y a 3 ans, moi je fais des conférences sur la résilience alimentaire. Oui, mais on a des compétences, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas alors? Alors, les jachères, mais il y a 3 ans, je parlais des jachères, on nous impose 10% de jachères. Moi, je parlais dans les conférences, faut arrêter ces 10% de jachères. Non, faut attendre une décision européenne, c'est-à-dire qu'il faut attendre d'être au bout du précipice. C'est ce que demandent les agriculteurs, qu'on réduise la part des jachères. Les agriculteurs veulent pas être forcément des fonctionnaires de la PAC en disant on touche une subvention, ils veulent vivre leur métier comme chacun de nous. En France, on aime beaucoup la politique du carnet de chèques, que pour certains, pas pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Les Français veulent vivre dignement leur travail, ils ne demandent pas à être assistés, parce qu'on a cette image qu'on veut coller aux Français que c'est des assistés. Que ce soit les gens au RSA, aux agriculteurs ou n'importe qui, je pense qu'ils préfèrent avoir un travail, vivre dignement, plutôt que de sortir toujours le carnet de chèques, qui est pas une solution d'ailleurs. C'est une rustine sur une jambe de bois. La politique européenne, effectivement, on a des élections dans 5 mois, il faut se poser la question, les gens, pareil, vous entendez des gens qui vous disent oui, nous, à l'Europe, on est pour ce qu'ils ont voté. Certains partis qui vous défendent les agriculteurs, depuis qu'ils sont députés européens, ils n'ont pas fait un geste pour les agriculteurs.
Ils n'ont pas fait un geste pour l'industrie de défense. Donc, faut aller un peu la biographie des gens. L'Europe, effectivement, est partout dans nos normes. Ça va de la taille des choux, les plaques d'immatriculation, et sur l'agriculture, ça nous pose problème. À un moment donné, savoir quelle Europe on veut. C'est pas être anti-européen, c'est-à-dire qu'on fait une autre Europe. Les fondateurs de l'Europe, Monnet et Schuman, avaient une vision, effectivement, plutôt contre les nations et contre les pays, plutôt que une Europe, fédérale, une Europe des nations. Donc, le vrai pouvoir aujourd'hui, c'est Bruxelles. Christine Lagarde, je sais pas si t'as lu les articles, là, est très contestée par les fonctionnaires qui travaillent avec elle. C'est une très mauvaise gestionnaire. Donc, les banques européennes, la BCE, etc., on a un problème de financement. Il y a de l'argent en Europe pour financer, réindustrialiser, sauf qu'on sait pas où vont les sous. Je prends l'exemple de ceux qui ont été aidés pendant le Covid, les 1500 € qu'il y avait d'aide, les banques prenaient la moitié. Donc, des sous, il y en a. Les Français payent de plus en plus d'impôts. On sait pas où ça va. Mais les agriculteurs, c'est pas un chèque qu'ils veulent. C'est qu'on réfléchisse mode de production. Les régions ont leur part à prendre. Le Grand Narbonne est en train de construire son projet d'alimentation territoriale. On sait pas à quoi ça aboutira, mais il faut réfléchir comment produire local et puis surtout que les gens en vivent financièrement. C'est pas un gros mot de dire que quelqu'un doit vivre de son travail. C'est ça. En tout cas, je te remercie. On se retrouve très vite sur Atax Radio. Et je voulais rappeler aussi que Atax Radio soutient les agriculteurs dans cette démarche actuelle. Nous pensons fort à eux.